Et bonsoir, faut qu'on parle spéciale élection vaudoise ce soir. Alors qui doit être le prochain conseiller d'État vaudois? Car suite au décès de l'UDC Jean-Claude Mermoux, les Vaudois devront bien élire un nouveau membre au gouvernement cantonal. Ça c'est pour le 27 novembre. On parle bien d'une élection complémentaire au Conseil d'État, à ne pas confondre avec le Conseil des États. Ça c'est des élections fédérales et c'est pour ce week-end dans le canton de Vaud, en tout cas pour le deuxième tour. Alors pour vous aider à vous faire un choix, la télé va vous proposer trois duels pour mieux connaître les candidats et surtout leur position. Avant d'accueillir évidemment l'UDC Pierre-Yves Rappa, ça c'est pour ce jeudi. Nous avons le plaisir d'avoir ce soir Béatrice Métro. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes donc candidate au Conseil d'État vaudois, députée syndic de Botans, présidente de la Fédération de sociétés de fonctionnaires vaudois et vice-présidente des Verts vaudois également. Oui, c'est ça. Voilà. En face de vous, pour débattre ce soir, Emmanuel Getta. Alors Emmanuel Getta, vous êtes candidat pour Vaud Libre, un nouveau mouvement, un nouveau parti. On vous connaît comme un des fondateurs du QI Jazz Festival ou ancien directeur de la salle des Docks à Lausanne. Et depuis 2006, vous êtes également élu dans un conseil, au conseil communal, au parlement communal pour nos amis fribourgeois, à Montreux. Et vous l'êtes sous l'étiquette de Montreux Libre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va tout de suite débuter ce débat avec l'annonce du jour. L'annonce du jour, c'est évidemment Bobst qui va supprimer plus de 400 emplois après Novartis, après Kudelski. C'est un nouveau coup dur pour cette place industrielle vaudoise. Alors, je me tourne vers vous, Emmanuel Getta. Vous qu'on connaît un petit peu, moi en tout cas pour vos positions, en tout cas en dehors de Montreux, où vous faites actuellement de la politique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un candidat au Conseil d'État? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est candidat au Conseil d'État sur cette question-là? Surtout que la place libre, la place laissée libre, le département vacant actuellement, c'est celui de l'économie. Donc on vous attend sur cette question. Comme candidat, on peut d'abord dire notre solidarité aux employés qui perdent leur emploi. J'irai samedi à Nyon, j'irai dire que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Donc là, vous parlez de Novartis. Absolument. Je pense que il faut savoir dire ce qui n'est pas acceptable. En ce qui concerne Novartis, qui est une entreprise florissante, qui fait beaucoup de bénéfices, je crois qu'on doit le dire fermement. On doit soutenir aussi toutes les actions qui pourront être éventuellement entreprises pour faire revenir Novartis sur sa décision. On doit le dire très clairement, nous ne sommes pas d'accord avec ce type de licenciement. En ce qui concerne Bobst, pour l'unanimité quasiment de la classe politique. Oui, mais alors je fais une grande différence. En Conseil, ça a été à l'unanimité. Je pense que c'est clair, parce que Novartis est une entreprise qui gagne beaucoup d'argent. En ce qui concerne Bobst et Kudelski, qui sont des entreprises familiales, moi-même, j'ai créé des entreprises. Je sais ce que c'est que créer une entreprise. Je sais le temps qu'il faut pour qu'elle se développe. Je n'ai pas développé des entreprises aussi grandes que Bobst et Kudelski, bien entendu. Mais il faut se rappeler ce qu'est une entreprise familiale comme Kudelski. Lorsque M. Kudelski, qui aujourd'hui est à la tête de Kudelski, a repris l'entreprise de son père, il y avait quelques dizaines d'emplois. C'était un fleuron, mais c'était un fleuron qui employait quelques dizaines de personnes. Aujourd'hui, il y a 3000 personnes dans le monde, 1000 en Suisse. Il doit faire face à un problème qu'on connaît, c'est le Francfort. C'est le problème de M. Kudelski, comme le problème de la famille Bobst. Alors maintenant, justement, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette place industrielle? Je reviens à ma question avant de donner la parole tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait pour cette place industrielle vaudoise qui disparaît, qui est confrontée à l'économie mondiale? On fait d'abord pression auprès de nos élus pour prendre des mesures au niveau des assurances sur les risques de change. C'est un des problèmes principaux de ces entreprises, c'est le risque de change. Et nous devons reprendre la main dans ce domaine-là. C'est évidemment une disposition a priori au niveau fédéral, mais pourquoi pas aussi au niveau cantonal, à certaines conditions. Ensuite, nous devons donner, si possible, des facilités bancaires. Si le problème est que, de manière temporaire, l'entreprise n'arrive pas à suivre le coût des salaires et simplement à me donner doit perdre de l'argent, il y a peut-être encore matière à gagner du temps, sachant que, à mon avis, le franc ne va pas rester là où il est indéfiniment. Et puis ensuite, il faut penser à l'avenir, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui ne retrouveront pas leur travail dans ces entreprises. Il faut les aider soit à obtenir des meilleures conditions au moment du licenciement, mais aussi pour retrouver un travail, et pour ceux qui ont la capacité à créer une entreprise, grâce à l'expérience acquise, il faut les aider, il faut les soutenir. Donc un État plutôt interventionniste, un peu. Oui, alors je partage l'opinion de M. Getta. L'État doit intervenir, doit d'abord intervenir effectivement pour
assurer la solidarité, ce qui a été fait la semaine dernière à l'unanimité. Ensuite, je crois que le Conseil d'État a fait ce qu'il devait faire. Il a utilisé les instruments qui sont dans ses mains. D'abord, l'instrument de discussion et de négociation pour BOPST. Ils sont allés, ça fait quelque temps que le Conseil d'État était au courant des difficultés, donc ils sont allés discuter pour éviter des licenciements massifs et laisser partir le personnel en retraite anticipée, puis prendre des mesures avec des outils qu'il a. La Constitution vaudoise lui donne cette possibilité. Donc pas forcément de nouveaux outils pour vous? Non, pas forcément. Il y a cet outil de... cette négociation et puis ce fonds d'innovation dont on avait entendu parler et puis qui va être financé avec ce petit coussin des 500 millions que nous avons pu récupérer. Ensuite, il y a ces outils de la Confédération, donc c'était aussi une chose à faire et que le Conseil d'État a fait, c'était d'aller demander au SECO, à la Confédération, quelque chose. Mais là, on parle d'un Conseil d'État à droite aujourd'hui qui prend des bonnes mesures pour vous. Si vous rentrez, ça pourrait être historique. La Constitution de canton de Vaud donne la possibilité au Conseil d'État d'intervenir. Politique de relance, c'est l'article 163. Alors pourquoi passer à gauche, ce Conseil d'État ? Pourquoi passer à gauche ? Parce que dans ce moment-là, il fallait réagir tout de suite et le Conseil d'État incorpore et à l'unanimité, que ce soit de droite ou de gauche, ont pris ces mesures. Et du reste, les conseillers d'État, M. Lebas et M. Maillard, sont allés à Berne ensemble. Donc c'est bien une politique commune. Et pourquoi ? Parce que derrière ces licenciements, nous avons bien sûr d'autres difficultés. Il n'y a pas que les gens qui sont licenciés ou mis à la retraite. Il y a bien sûr les familles qui sont pénalisées, plus tous les sous-traitants. Donc il faut faire quelque chose. C'est de la responsabilité étatique, c'est de la responsabilité du Conseil d'État et celui-ci a fait ce qu'il fallait. Ce qu'on voit aussi avec BOPST aujourd'hui, c'est la pointe de l'iceberg. On a eu Novartis, on a eu Kudelski. On a aujourd'hui, en plus ces chiffres du SECO, les ménages ont de plus en plus peur pour leur emploi. On a un taux de chômage aujourd'hui dans le canton de Vaud à 4,7%. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour rassurer les gens ou des mesures à prendre dans le canton de Vaud, vraiment à un niveau cantonal, Madame Métro ? Alors, au niveau cantonal, pour lutter contre le chômage, c'est évident que les mesures qui ont été prises pour la formation, sur le fonds d'innovation, sur le recyclage de ces personnes qui vont être licenciées ou doivent être mises en place. Ensuite, nous avons toutes les actions avec les offices régionaux de placement qui sont très actifs, où ces personnes peuvent être replacées, on les aide à retrouver du travail. Et ça, c'est la charge d'un État, d'aider les gens en difficulté à retrouver une place, soit avec des aides à la formation, des aides à la reconversion, ou bien avec les ORP qui permettent justement de retrouver une certaine dignité et du travail. Emmanuel Getta. Oui, alors bien sûr qu'il y a ces aspects-là. Personnellement, je pense que si la crise du franc, parce qu'il faut la nommer telle qu'elle est, c'est la crise du franc. Ce n'est pas un problème de compétitivité. Kudelski est extrêmement performant, BOPST est extrêmement performant, même Novartis est extrêmement performant, on le sait. Ce n'est pas un problème de compétitivité, c'est un problème de franc, du coût du franc. Bien sûr qu'il faut accompagner les entreprises et surtout les employés lorsqu'ils sont licenciés. Mais je crois que ce qui est extrêmement important, c'est de continuer et probablement d'améliorer les conditions qu'il y a pour la création d'entreprises. Il y a des gens, comme je l'ai dit, qui sont licenciés de ces entreprises, qui ont des compétences qu'ils pourront remettre en œuvre. Il faut leur donner la possibilité, s'ils le souhaitent, de créer des entreprises. Par un fonds, et on leur fait quoi ? C'est des prêts sans intérêt ? Par un fonds, par des facilités en matière de disponibilité de terrain, s'il faut construire une usine, ou vous voyez, c'est ce genre de choses. Ça fait partie des conditions cadres. Et là, je pense que l'État aujourd'hui devra, ou en tout cas dans les années à venir, devra faire extrêmement attention et devra en fait être proactif pour améliorer ces dispositions-là, parce que nous sommes de plus en plus confrontés à une compétitivité
mondiale. On le sait et il ne faut pas croire que les solutions qu'on avait il y a peut-être 10 ans vont être les solutions qu'on aura dans 10 ans. Il va falloir être créatif, il va falloir être innovateur aussi dans ce domaine. Oui, alors ça je confirme, il va falloir vraiment innover. Comment ? Innover comment ? Alors il y a plusieurs manières d'innover, bien sûr. J'en réfère au canton du Jura qui vient de mettre en place tout un système d'imposition privilégiée des investissements pour les entreprises innovantes. Donc ce sont ces entreprises-là qui innovent dans les clean tech, qui innovent avec des processus de production modernes, nouveaux. Ce sont ces entreprises que l'on doit soutenir. Une motion a été déposée au Grand Conseil cet après-midi, que j'ai signée du reste, qui concerne aussi une politique fiscale intéressante pour ces entreprises innovantes, qui amèneront une plus-value. Donc moins d'impôts, mais moins d'impôts pour les entreprises qui amèneront quelque chose à la société, qui auront une production innovante, une production respectueuse de l'environnement, donc qui pourront dynamiser la société. Et c'est bien ça qu'il faudra faire, c'est dynamiser ce tissu économique. Voilà, justement, dans vos deux programmes qu'on peut retrouver sur vos sites internet respectifs, vous parlez d'une certaine manière d'une promotion économique très ciblée. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette période de crise, ce franc fort qui perturbe l'économie vaudoise, est-ce qu'on peut se permettre de faire encore un choix dans les entreprises qui voudraient bien créer des emplois ici, chez nous, dans le canton de Vaud ? Alors, on ne va jamais dire qu'une entreprise qui propose de créer des emplois n'est pas bienvenue. On va dire, en tout cas, c'est ce que je défendrai si je suis élu, que cette entreprise doit donner certaines garanties. Oui, mais peut-être qu'elle ne viendra pas si on lui pose des conditions. Oui, mais si elle ne vient pas, je ne pense pas qu'il est souhaitable à ce moment. Une entreprise qui vient uniquement pour offrir le salaire le plus bas pour un produit qui n'a aucune valeur ajoutée et qui profite simplement, par exemple, d'une mesure de défiscalisation sur 5 ans, je pense que c'est contre-productif. Prenez l'exemple de Bost, prenez l'exemple de Kudelski. Ce sont des entreprises qui ont connu des coups durs. Bobst a connu des périodes extrêmement difficiles, mais ce sont des entreprises qui se sont relevées. Je suis confiant, je pense que Bobst, par exemple, se relèvera encore de cette crise-là. Et pourquoi ? Parce que c'est une entreprise qui a d'abord des valeurs, ensuite qui crée de la valeur ajoutée et qui utilise les gens qui sont formés ici et qui ont des compétences. Et c'est ça, je pense, le nœud du problème. Mais les entreprises vous en aurez pas des centaines dans le canton. Ah oui, je pense qu'il y a des centaines de Bobst, pas seulement évidemment dans le domaine où Bobst crée des machines, mais dans les clean tech, bien entendu, parce que c'est quelque chose qui va occuper beaucoup de gens à l'avenir, dans les domaines du graphisme et dans d'innombrables domaines où on sait que la Suisse est forte parce qu'elle utilise ses compétences, parce qu'elle utilise sa formation, parce qu'elle utilise les compétences qui viennent de l'EPFL, de l'université, de l'école hôtelière ou de tous ces centres de formation extrêmement performants que nous avons sur le canton de Vaud. Nous sommes un canton incroyablement dynamique. Béatrice Petro, j'ai presque l'impression de vous entendre. Alors je vais peut-être nuancer, ça vous fera plaisir. Je vais nuancer. Alors pour moi, n'importe quelle entreprise ne peut pas s'installer n'importe où. Moi, je pense que les entreprises qui bénéficient de facilités fiscales ou qui peuvent s'installer dans le canton, elles doivent respecter un certain nombre de critères, dont des critères de durabilité, des critères qui permettent une production écologique, durable, qui aussi à des critères de cohésion sociale. Et j'en viens à un exemple. Une entreprise sur l'Arc lémanique, multinationale, dans des véhicules à neige, 15 emplois, entreprise nouvelle, 15 emplois, on se dit chouette, 13 étrangers, 2 Suisses. Pour moi, cette entreprise qui n'a que des étrangers, en grosse partie, n'apporte pas une plus-value. Elle ne prend pas le personnel local. Qu'est-ce qu'on gagne à avoir ce type d'entreprise qui donne des salaires, je pense, assez élevés, qui va chercher des logements, qui va peut-être, dans la ville où elle est installée, prendre des logements à d'autres personnes. Mais payer des impôts aussi, non ? Mais souvent, ces entreprises-là ont des mesures fiscales favorables. Madame Métro, bien sûr, 13 étrangers pour 2 Suisses. Si cette entreprise ne créera jamais un emploi de plus, c'est probablement pas l'entreprise la plus intéressante. Par contre, si cette entreprise
dans 5 ans, à 50 employés, dont 30 sont suisses et 20 étrangers, je n'ai aucun problème. Parce que ce sont 30 employés suisses de plus qui travaillent. Bien sûr. Et ça, c'est évidemment un peu la limite. Parce que la limite des critères que vous définissez, elle est là. Est-ce que l'État est en mesure de juger que cette entreprise, qui a 15 employés, dont 13 qui sont étrangers, est-ce que l'État est en mesure de juger si cette entreprise a un vrai potentiel pour l'emploi en Suisse ? Ça, j'ai beaucoup de doutes. Je pense que ce qui est le critère principal, c'est innovateur. Si cette entreprise qui crée, je ne sais pas que vous avez dit, des machines pour déblayer la neige, c'est ça ? Non, des véhicules de neige. Okay. Si cette entreprise crée des nouvelles machines, quelque chose qui paraît être à valeur ajoutée, comment dire. Moi, je pense qu'il faut l'accepter. Bien sûr qu'il y aura des cas où ça ne fonctionnera pas bien, où les 13 employés ne deviendront jamais autre chose que 13 employés, et nous aurons donc un problème de ce point de vue-là. Mais en général, des entreprises à valeur ajoutée se développent dans notre pays parce qu'elles trouvent des gens compétents. Et ça, c'est quand même la clé du succès. C'est la compétence et le développement. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que l'État ne doit pas être juge des entreprises, lorsqu'elles sont petites et créatrices d'emplois, il doit être juge du fait qu'elles sont à valeur ajoutée. C'est ça, c'est la valeur ajoutée qui est importante. La valeur ajoutée est importante, mais on doit aussi s'assurer de la durabilité de ce type d'entreprise. Et rien ne nous garantit que ce type d'entreprise qui s'installe dans l'arc lémanique ont une vie longue parmi nous, et c'est là la difficulté. Parce que elle crée peut-être plus de problèmes que ce qu'elle n'en résolve. Pour nos téléspectateurs, donc on vous connaît un petit peu moins, Monsieur Getta. On l'a vu là dans cette discussion. Vous êtes tout de même assez proche. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui de la candidate que vous avez en face de vous, Béatrice Métraud des Verts ? Alors c'est vraiment une question de place sur l'échiquier politique. Moi, je viens d'un parti qui est un parti du centre gauche au centre droite. Ma candidature aujourd'hui, elle est soutenue par le PDC, par le PBD, aujourd'hui l'UDF, le parti pirate. Nous, en quelque sorte, nous représentons, une proposition politique qui est effectivement plus à droite que les Verts alliés aux socialistes et au POP. Vous avez un exemple concret, par exemple, d'une position plus à droite par rapport à Madame Métraud ? Oui, malheureusement, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais l'approche sur le développement durable n'est pas la même. Nous avons totalement intégré la question du développement durable comme les Verts, mais je pense que sur la manière de développer aujourd'hui les nouvelles technologies propres et la production d'énergie, personnellement, j'ai changé le système de chauffage de ma maison. Je me chauffe entièrement à l'énergie renouvelable. Je pense que la manière dont nous pouvons amener les gens à entrer dans cette approche-là est différente si on prend les positions peut-être de Mme Métraud et les miennes. Je pense que c'est un exemple. Il y en a d'autres, et notamment peut-être sur la sécurité. Justement, Mme Métraud, même question. Moi, je me demande bien en quoi notre approche durable est différente. Si ça peut vous rassurer, moi aussi. Sur les moyens, sur la manière d'y arriver. Moi aussi, j'ai des panneaux solaires chez moi. Ouais, mais c'est bien. Voilà, je crois qu'on est vraiment semblables sur beaucoup de points. Alors, qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Peut-être notre ancienneté. Les Verts sont plus anciens que vos libres. Voilà bien longtemps mais pas que les partis du centre. Voilà les bien longtemps que nous avons défendu la durabilité, le développement durable, l'antinucléaire. Tout ça, c'est un vieux combat chez nous. Et nous sommes très heureux que les partis du centre, cher monsieur, puissent enfin adopter nos idées vertes. Alors, nous avons aussi maintenant un discours sur l'écologie industrielle qu'on ne va pas faire ici ce soir, mais voilà, le Parti vert évolue et je pense que nous sommes vraiment dans un bon trend. Merci en tout cas à vous deux d'avoir participé à ce débat. Emmanuel Getta, on se retrouve déjà ce jeudi, mais cette fois face à l'UDC. Pierre-Yves Rappa, Béatrice Métraud, nous, notre prochain rendez-vous, c'est mardi prochain. La semaine prochaine avec la même heure au même endroit. Pierre-Yves Madra, exactement, avec Pierre-Yves Rappa. Et évidemment, merci à vous de nous avoir suivis. Allez, bye.